sommes ravis d'être présents ici à cet événement. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter une partie de notre travail que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables a fait en considérant les différents coûts concernant les énergies renouvelables et les développements dans ce domaine. Et certains des éléments que nous avons fait en ce qui concerne les réductions de coûts en ce qui concerne l'ESC et en me penchant aussi vers 2030 avec nos perspectives pour 2030. Ça, c'est un aperçu avec les résultats qui seront communiqués un peu plus tard dans l'année. Si vous avez par contre quelques commentaires que ce soit, bien sûr, nous serons ravis de le recevoir. Peut-être avant de commencer ma présentation, peut-être juste une petite déclaration en ce qui concerne ARENA, donc l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Nous sommes, je crois, la plus nouvelle organisation gouvernementale. Nous sommes en opération depuis 8 ans maintenant. Nous avons une mission simple qui est d'accélérer de façon durable toute forme d'énergie renouvelable et nous faisons cela à travers 160 États membres. Nous avons presque des membres au niveau international, une adhérence de membres au niveau international. Donc, en ce qui concerne le travail que nous faisons, j'ai dit que nous allions partager deux composantes, une analyse de coûts historiques ainsi que les perspectives d'avenir. Nous faisons cela plus ou moins sur une base annuelle et une mise à jour de l'évolution des coûts historiques. Ceci est communiqué autour du mois de mai de chaque année, donc je vous montre maintenant ici la couverture de notre rapport de l'an dernier. Et en fait, cela considère les tendances passées de performance en ce qui concerne le stockage et les capacités d'électricité, ainsi que les moteurs sous-jacents. Nous voyons aussi les données mondiales, les résultats mondiaux. Et nous essayons de nous pencher un peu sur les tendances afin de pouvoir voir les analyses de coûts, avec notamment les coûts équipementiers et les autres tendances qui peuvent avoir un impact sur la performance en termes de coûts. Nous équilibrons ce genre de données concernant les coûts avec aussi les résultats des options concernant le PPA. Cela nous donne les options donc, concernant les résultats d'exploitation, cela nous donne différentes idées. À la suite de cela, nous avons différents résultats. À la suite de cela, nous avions donc des données. Comment nous analysions cela? Mais je ne vais pas me pencher sur ceci maintenant. Et vous pourrez voir le rapport. Nous avons indiqué les dernières données de 2019 en mai de cette année. Et aussi, nous avons aussi un diagramme concernant les données que vous pouvez télécharger de la part de notre site Internet aussi. Et nous essayons d'être aussi transparents que possible. En ce qui concerne le diamètre du cercle, ça représente la taille du projet. Pour vous donner une idée de l'échelle, au centre de ce cercle, nous avons les coûts nivelés de l'énergie sur l'axe Y. Nous avons le projet pour 2010 à 2018, de gauche à droite, avec la bioénergie. Pour une façon spécifique d'utiliser au mieux le capital de façon assez conservative, notamment pour le CDE, la Chine, qui a un impact sur le reste du monde. Donc, vous devez garder cela à l'esprit. Comme vous pouvez le voir à la gauche, nous avons la technologie mature de renouvellement énergétique, d'énergie renouvelable, assez compétitif. Et en bas, nous avons presque peut-être la gamme en rose qui concerne en fait la gamme concernant les énergies fossiles. Quand nous considérons en fait les énergies solaires à concentration, et les énergies PV solaires, nous ne sommes pas surpris de voir que c'est en chute libre vers le bas de gamme. Et en fait, les lignes sur ce diagramme représentent le poids mondial avec les valeurs mondiales. Voilà, en fait, cela en termes de capacité. Maintenant, en ce qui concerne l'énergie solaire à concentration, ESC, une baisse à partir d'un niveau plus élevé par rapport au coût des énergies fossiles de gamme, du coût des énergies fossiles en 2018. Mais évidemment, nous devons garder à l'esprit le fait que l'ESC est la technologie la moins déployée de toutes les technologies présentes à l'écran. Et
aussi en ce qui concerne les réductions de cours à venir, aussi avec des éléments très compétitifs à venir. Donc voilà en fait ce qui s'est déroulé dans les périodes récentes. Donc en ce qui concerne la réduction des coûts, cela a tendance à être continu. Entre 2017 et 2018, nous avons vu des réductions de coûts d'environ 13% en ce qui concerne le PV solaire et en ce qui concerne l'énergie éolienne offshore, avec cependant une certaine volatilité qui a un impact sur la moyenne, mais de 2007 à 2018, ESC a baissé de façon considérable, mais pas tant que ça pour offshore. Quand nous considérons maintenant les résultats de 2017 à 2018, nous voyons qu'il y a une réduction de coûts très significative pour les énergies solaires PV, mais aussi pour ESC, même si cependant nous avons un niveau de déploiement beaucoup plus faible. Donc il y a quand même des réductions de coûts très significatives au fil du temps. Et ce que cela signifie, c'est que en ce qui concerne notamment ESC, le marché est vraiment très mince et en fait très volatile, mais la tendance à la baisse en fait est assez claire. Donc ce que vous voyez là sur ce diagramme à l'écran, c'est que à gauche vous avez le coût d'installation total. Donc à nouveau, cela montre une certaine volatilité en fonction de l'année, vu que ce marché est assez rétréci, assez mince. Et ensuite, au milieu de ce diagramme, vous avez le facteur de capacité. Nous voyons une augmentation à cet égard avec des améliorations technologiques, notamment en ce qui concerne les capacités de stockage, mais aussi des capacités de ressources plus élevées dans le solaire. Et à la suite de cela, le coût donc de production d'électricité a baissé. Donc, j'ai aussi mentionné qu'en plus des coûts de niveau de projet et des données les concernant que nous collectons, qui sont notamment les facteurs de capacité, qui sont un élément dérivatif du coût nivelé de l'énergie, nous collectons aussi les données en ce qui concerne le reste de ces éléments, donc notamment ce qui concerne le PPA, avec notamment un prix d'auction qui n'est pas nécessaire pour être équivalent en ce qui concerne donc ce prix d'accord d'achat de centrale. Mais si nous voyons certains exemples très pertinents qui ne sont pas très comparables, nous pouvons avoir en fait certaines idées, en fait, un peu comme une boule de cristal quant à ce que nous pourrions avoir comme évolution à l'avenir. Et vous pouvez voir là sur le diagramme à gauche où nous avons surimposé en fait en bas faible, c'est le coût nivelé de l'énergie. D'après notre base de données de projets, nous avons environ 1700 projets d'énergie à coût nivelé de l'énergie dans notre base de données. Et ensuite, en orange, nous avons notre base de données en ce qui concerne donc l'accord d'achat de centrale, environ 10 000 projets à ce moment-là. Mais vous pouvez voir à partir de cela que nous pouvons en fait voir un peu pour nous se projeter à l'avenir en ce qui concerne notamment l'énergie éolienne offshore, avec PPV, aussi avec les projets à plus long terme offshore en ce qui concerne ESP, où on peut déférer cela un petit peu plus vers l'avenir. Et là, ce que vous pouvez voir en ce qui concerne ces données, c'est notamment en ce qui concerne ESC, que malgré son déploiement très limité par rapport aux autres énergies, la performance a une performance de très bon niveau en fait. Mais il y a encore plus de travail à entreprendre dans ce domaine, évidemment. Donc, que se passe-t-il? Quels sont les facteurs qui mènent à ces réductions de coûts? Évidemment, nous avons vu une tendance vers un déploiement accru avec une meilleure qualité, notamment en ce qui concerne les zones de ressources, avec de meilleures ressources. En même temps, nous avons des développeurs de projets qui sont beaucoup plus expérimentés pour répliquer ces projets en faisant baisser les marges liées aux urgences, etc. Et nous voyons en fait les bénéfices avec plus de compétitivité des chaînes d'approvisionnement plus compétitives, plus concurrentielles. Et donc, ça, c'est une fonction sur laquelle le marché peut-être n'est pas en croissance telle que ce que nous espérerions. Cependant, nous avons aussi des améliorations technologiques qui devraient être assez significatrices en ce qui concerne les projets qui sont commissionnés pour 2010 par rapport à 2018. Et bien sûr, nous devons garder à l'esprit le fait que les marchés publics concurrentiels non seulement ajoutent de la transparence au marché, mais aussi assurent que il y ait de la compétition accrue pour un développement plus conséquent. Et l'autre point élément
L'autre point, élément important, c'est un coût du capital moins élevé, notamment pour certains projets qui sont aidés et soutenus par la Banque mondiale et autres. Donc, tout ceci nous mène au point où nous en sommes aujourd'hui, où en fait, les coûts d'ESC ont baissé de façon significatrice, mais ce n'est pas encore ce que nous souhaiterions avoir pour le moment. Et cela, c'est, comme je le pense, le fait que cela reflète le fait que la croissance du marché n'est pas aussi accrue que ce que nous espérions, vu que l'ESC est à un stade vraiment initial de développement avec 6,5 MW de capacité, alors que PV est en train déjà de voir environ 600 gigawatts. Donc, si nous voyons une évolution du marché avec un déploiement plus accru, voyons en prévision d'une réduction du marché, notamment en ce qui concerne les années à venir jusqu'à 2030, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le soutien donc du G20, avec un G20 qui serait focalisé sur cela, mais l'analyse est assez pertinente, il me semble. Donc ça, c'est une mise à jour du travail que nous avons mené en 2016, qui considère les potentiels de réduction de coûts pour 2025. On a poussé cela jusqu'à 2030 et nous avons aussi considéré non seulement des prix de référence mondiaux pour les analyses aussi des pays individuels du G20. Et l'approche est la suivante, que d'avoir une analyse technico-économique à partir du bas avec une courbe d'apprentissage. Évidemment, comme je l'ai mentionné dans ce cas, nous sommes en train de considérer plus de perception au niveau des pays afin de pouvoir utiliser un peu mieux les prises de décision en termes de politique. Je pense que ça vaut le coup peut-être d'expliquer la méthodologie de réduction des coûts ainsi que les partenaires donc, depuis 2016, en fait, nous avons travaillé avec Deller en Allemagne. Je suis là assis chez moi à Bonn avec le soleil qui brille dehors et Deller a des bureaux. Donc, c'est important en termes de processus de trouver une usine de référence qui soit vraiment de premier cri pour Commission en 2018. Nous avons considéré tous les développements technologiques et les innovations qui vont définir notamment les caractéristiques techniques sur les usines de 2030, mais aussi les coûts qui y seront associés. Et aussi, ce que nous avons fait, c'est que pour chacun des pays du G20, où nous avons un dernier, nous avons en fait un R&D qui est suffisamment élevé avec des perspectives pour ESC. Là, nous avons identifié des sites spécifiques pour extraire des données météorologiques et nous utilisons cela pour en fait simuler pour nos usines de référence où nous avons notamment des R&D semblables. En ce qui concerne PTC notamment et solaire, qui seront probablement les deux produits les plus commerciaux qui sont déployés d'ici 2030, permettant bien sûr au fait qu'il y ait des solutions plus innovatrices qui pourraient émerger. Une fois que nous aurons en fait les sites pour les champs d'énergie solaire, nous avons une configuration planifiée pour ces emplacements dans les pays. Ensuite, nous pourrons définir alors notre usine de référence, en fait, c'est une de référence avec un index de prix pour s'ajuster à cela. Et enfin, pour finir, nous pourrons faire une analyse des rendements aussi. Donc, je peux vous parler maintenant de ce qui se passe et nous sommes maintenant au troisième stade de ce processus dont j'ai parlé. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons une potentiel de réduction de coûts générale en prenant en compte les changements technologiques d'ici 2030 ainsi que les améliorations dans l'aspect concurrentiel de la chaîne d'approvisionnement. Et ce que nous voyons, c'est que nous voyons environ 31 à 35% de références de réduction de coûts de 2018 à 2030, avec un certain nombre de facteurs là qui contribuent à ceci. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons considéré cela avec TLR par composante de coût. Nous avons vu une usine générale, nous avons configuré
vu la configuration établie des éléments de référence pour chaque composante de l'usine, nous avons ensuite considéré à nouveau en utilisant un mélange d'analyse technique et aussi de courbes d'apprentissage pour voir, nous avons notamment des données pour voir vraiment ce qu'il adviendra à chacun de ces éléments. Et vous pouvez voir là pour le champ solaire en haut que c'est un petit peu difficile. Donc nous avons le solaire thermique. Notre usine de référence en 2030 pour nos cuves énergétiques utilise du fluide de sel fondu qui permet d'avoir des températures plus élevées, qui peut permettre des économies de coûts. Mais ensuite, il y a une cascade de composantes plus petites qui rentrent en jeu et sur lesquelles nous verrons aussi des réductions de coûts. Les niveaux généraux de coûts pour les champs solaires et de stockage. Le champ solaire, c'est beaucoup plus faible vu la température plus élevée. Donc, nous voyons un mélange de différents éléments qui sont des facteurs pour des réductions de coûts de production d'ici à 2030. Et en dessous de cela, et j'aurais dû peut-être cliquer une fois de plus sur mon écran, mais en bas, voilà où je parle de cela, c'est-à-dire le stockage d'énergie thermique. Vous pouvez voir ici à gauche, en fait, la composante rouge de réduction de coûts pour PTC, avec le bénéfice avec des températures beaucoup plus élevées pour réduire ces coûts de stockage associés pour ces systèmes. Et je devrais aussi mentionner que pour les usines PTC, les usines de référence ont plusieurs heures de stockage pour dans nos usines, donc PTC à miroir cylindro-parabolique, où en fait il y a des températures d'opération beaucoup plus élevées avec des réductions peut-être moindres en ce qui concerne les réductions de coûts, mais cependant nous avons quand même certaines réductions. D'ici à 2030, à la suite de cela et de cette convergence de température opérationnelle, nous pourrons voir une convergence des coûts aussi, bien qu'il y ait des avantages de coûts en ce qui concerne ces éléments-là. Bien, en ce qui concerne ces éléments-là, le tour solaire, j'ai mentionné notamment dans les projets 5 et 6 le fait de déterminer les sites spécifiques pour les champs solaires et les coûts, et avec une usine de référence et la structure de coûts. Ce diagramme essaie de montrer en fait que ce que je suis en train d'indiquer, c'est qu'en fonction de vos coûts locaux peut être plus faibles en ce qui concerne vos composantes par rapport au taux de référence que les coûts concernant les champs solaires. Quand vous voyez cela, ça passera du bleu au rouge avec une tendance à la baisse. Quand vous avez des coûts prédominamment élevés en ce qui concerne les coûts, vous verrez que les coûts de champs solaires vont augmenter d'une certaine façon. Nous pouvons ajouter un peu plus de granularité en ce qui concerne ces résultats, définir cela de façon un peu plus précise en ce qui concerne les estimations de coûts par chaque niveau de contrée. Évidemment, cela est fortement dépendant, non seulement en ce qui concerne les capacités de stockage pour nos usines, mais aussi les champs solaires et aussi à la suite de cela. Donc, nous pouvons finir avec ce contenu local de composantes partagées et ensuite d'importation. Donc, ce que là signifie, c'est que pour une configuration standard, en fait, nous avons une gamme de coûts assez élargie, assez étendue, avec des coûts de référence en fonction des pays en question. Et cela ne va pas être surprenant à qui que ce soit, en fait, dans les pays notamment de l'OCDE qui ont des coûts plus élevés, notamment parce que les coûts associés aux contenus locaux sont beaucoup plus élevés peut-être ou plus élevés peut-être que la moyenne en allant à l'avenir. Donc, c'est une approche qui est limitée d'une certaine façon par la qualité de l'index de prix pour ajuster les valeurs moyennes pour ajuster cela, et donc avec un grain de sel en fait. Et en fait, ce qui se passe quand nous considérons en fait cette cascade de méthodologies, quand nous avons considéré les facteurs derrière la réduction de coûts, nous pouvons voir en fait une réduction de coûts significatrice avec un potentiel de réduction de coûts significatrice pour l'ESC vers 2030. Voilà le diagramme en fait pour montrer le CNE, le coût nivelé de l'énergie, à nouveau en considérant notamment les différents éléments, y compris le capital, notamment pour les tours solaires. Vous pouvez voir que potentiellement, quand nous
considérons l'Arabie Saoudite, nous voyons différents résultats et ressources. Et avec beaucoup d'infrastructures d'ingénierie civile, vous pouvez voir, de génie civil, vous pouvez voir des réductions de coûts peut-être à 5 cents de kilowattheure en 2030. Et dans d'autres pays peut-être qui se retrouveront dans la gamme de coûts entre 5 et 10 cents. Et bien sûr, ce qui est essentiel, c'est que si vous considérez que les projets peuvent avoir à des coûts fixes plus faibles par capita, ces chiffres vont baisser. En matière de ce qui stimule la réduction des prix, il y a, si vous voulez, un certain nombre de pièces et de composantes dont nous avons parlé qui ont un impact sur les résultats. On parle d'une signification significative grâce aux améliorations des technologies ainsi que des températures d'activité plus élevées dans les tours solaires et ainsi de suite, mais aussi la concurrence accrue et dans la chaîne d'approvisionnement, et ce qui est consistant avec ce qui était le cas auparavant, et l'industrie de ESC va atteindre 300 gigawatts dans les prochains mois, et donc pour les principaux développeurs. Pour généraliser, il y a une contribution importante des cuves, du système de cuves dans le système et également dans les coûts de stockage de l'énergie solaire. Encore, pour les cuves solaires, c'est aussi très important l'amélioration des technologies et aussi ce que nous voyons dans le coût de l'ingénierie qui sont en baisse également. Il y a des autres éléments qui contribuent à cette réduction de prix. Avec une perspective technologique, nous considérons qu'elles sont raisonnables à la fois et aussi donc pour la chaîne d'approvisionnement. C'était une vue d'ensemble très rapide de nos résultats, de nos recherches, et nous pensons que cette technologie ESC est un contributeur très important de la décarbonisation du secteur énergétique. Et comme vous le savez, cette décarbonisation est de toute façon très importante pour l'industrie de l'énergie et d'augmenter donc l'utilisation d'hydrogène et d'autres ressources énergétiques propres. Merci beaucoup pour votre attention, et je serai ravi de répondre à vos questions. Nous en avons quelques-unes pour vous, si cela vous convient. On va les poser maintenant. Regardons. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Avez-vous pu faire une comparaison avec les combustibles fossiles par rapport à l'énergie renouvelable, donc au travers de ce rapport? Si vous regardez ce diagramme et pour les nouvelles capacités dans les pays du G20, les coûts, la gamme de coûts de l'énergie fossile passe de 3,37 en Chine, 3 cents, et pour une usine à gaz avec un taux de capacité de 15 à 20%, c'est donc très variable. Si nous pouvions faire baisser cette valeur à 5%, à 5 cents, comme vous pouvez le voir pour l'Arabie Saoudite ici, nous pourrons alors être compétitifs avec les options d'origine de carburant fossile. Mais ils ne sont pas prêts à payer pour les éléments externes. Donc si vous veniez à ajouter, par exemple, dans ces calculs, si vous prenez en compte les changements relatifs au changement climatique et vous ajoutez le coût des pollutions, la perte de vie et de l'impact sur la santé, cela représente 90 cents par kilowattheure. Donc vous pouvez imaginer ce que cela pourrait signifier pour une usine, une centrale thermique. C'est considérable. Vous avez dit 95?
$95 par tonne. 95 cents par tonne, pardon. C'est principalement le coût des conséquences sur la pollution et sur la santé. Il y avait une question sur 1500 $500 par kilowatt. Au niveau mondial, la moyenne est de 1500, mais une valeur plus faible ce sera le cas d'ici 2025-2030. Je ne me souviens pas tout à fait à quel chiffre nous sommes arrivés dans cette étude, mais nous avons fait une analyse pour les PV et l'éolienne offshore, mais 1500 $ par kilowattheure et serait un prix assez élevé sur ce marché. Avez-vous un rapport qui va être publié sur le coût du stockage de l'énergie et du stockage de l'énergie solaire? Ma collègue vous parlera de cela un peu plus tard. On avait publié il y a 2 ans de cela un rapport sur ce sujet, mais qui n'a pas été mis à jour concernant le coût de l'entreposage en batterie, en pile. Elles sont assez utiles et je pourrais vous donner le lien vers ce rapport. Vous pouvez le mettre dans la boîte de conversation, dans la boîte de chat. Nous aimerions vraiment pouvoir mettre à jour cette analyse, étant donné qu'il y a eu pas mal de changements, un petit peu moins pour le stockage stationnaire que pour les véhicules, pour les batteries de véhicules électriques, mais nous n'avons pas encore les ressources pour faire cette mise à jour et nous espérons obtenir les financements très prochainement. Quelles sont les composantes qui sont les plus importantes dans cette réduction de coûts? Donc, au niveau de la consommation d'électricité, c'est très difficile à voir sur ce diagramme, mais je pense que, en fait, pour les cuves, un tiers provient des champs solaires dans la réduction des coûts et 17% du coût des composantes du stockage thermique et le fait que nous avons généralisé l'utilisation d'un récepteur plus grand. La science, l'augmentation de la température également contribue à l'efficacité de la centrale. Il y a un certain nombre de composantes, mais ce sont les principales pour les tours solaires. Dans les champs héliostatiques, pour la réduction des coûts, le coût des récepteurs, avec la mise à dimension de ce secteur, l'accroissement de ce secteur, il y a un grand nombre d'efficacités qui pourraient être obtenues grâce à ces volumes plus importants par les économies d'échelle, mais aussi grâce à la concurrence. Et d'avoir une concurrence nous aidera à continuer à baisser ses prix et ses coûts. Et une dernière question, mais ensuite nous devrons passer à la présentation suivante. Il y avait une question de Sure. He asks, have you compared the economics of est-ce que le SC peut vous donner 10 heures de stockage et pourquoi est-ce que si c'est si compétitif, pourquoi pensez-vous que le déploiement de cette technologie est si lente? Nous n'avons pas fait une comparaison directe du ESC avec les panneaux solaires, avec un volume de stockage équivalent. Mais je suppose que ce serait très favorable pour la technologie ESC en raison de la durée qui c'est l'avantage principal de cette technologie, c'est le coût faible de stockage sur le long terme. Et comme vous pouvez peut-être, comme vous le savez peut-être, et les parties composant les batteries ne sont pas complètement indépendantes. Un système de batterie aujourd'hui
vous avez un ratio de 4 pour une capacité de 4 MW pour une batterie donc donc si vous voulez avoir 10 heures de stockage, vous devez pas avoir seulement une batterie, mais avoir une capacité qui est soit 2,5 fois plus importante. Donc si vous prenez $330 par kilowattheure, le coût commence à grimper très rapidement. Et le point important est que si vous devez estimer ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas tricher, vous devez faire une simulation par laquelle vous voulez atteindre un volume de décarbonisation, et nous voyons qu'il y a des points intéressants pour chacune des technologies qui souvent c'est dépendant du temps. Juste une autre question en ligne par rapport à ce que vous venez de dire, mais je voulais vous poser la question moi-même. On entend déjà que la valeur, le coût nivelé de l'énergie sont maintenant plus proches des prédictions que vous aviez faites. Que pensez-vous de cela? Donc c'est la raison pourquoi j'ai mentionné plusieurs fois de 7,5%, et je savais que quelqu'un allait poser la question, donc j'ai une diapo sur ce point. Je vais voir si je peux la présenter. Vous avez une diapo pour tout, Michael, n'est-ce pas? Voilà, elle est là. Voici un diagramme, une analyse que nous avons faite. Ne considérez pas que ce soit complètement le gospel. En fait, c'est comment nous avons estimé le détail de ceci. Vous pouvez voir sur la gauche notre usine de référence pour le PTC, 7,5% de coût du capital, une vie économique de 25 ans, et ça représente environ 15 cents par kilowattheure. Sur la droite, vous avez le prix tel qu'il a été rapporté de 7 cents. Donc il y a une légère augmentation. Si nous considérons cela, les coûts augmentent un petit peu en raison de la tour. Ensuite, nous avons une période de vie de 35 ans, ce qui réduit un peu les coûts. Il y a également une réduction de coûts qui sera en place une fois que ceci sera déployé, donc un avantage important. Et la grande différence provient du coût du financement, le coût du capital de l'ordre de 4%. Et cela joue un rôle donc dans la différence. Et pour expliquer la différence, et bien sûr, il y a d'autres éléments additionnels, les économies d'échelle par exemple, que nous ne sommes pas en mesure de voir dans d'autres secteurs et d'autres technologies. Donc si vous prenez tout cela en considération, il y aura un diagramme dans notre rapport que malheureusement je n'ai pas inclus. Désolé. Je n'ai pas inclus ceci, mais il y a un diagramme en fait qui sera inclus dans mon rapport concernant les coûts sur la base du coût de financement et du coût du capital, qui peut vous donner alors une meilleure idée de ce que cela signifie et de l'effet que cela peut avoir. Le coût de l'ESC sont des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux, et donc et ce coût donc du capital a une importance considérable. Concernant votre dernier point, nous allons commencer un projet cette année pour essayer d'estimer ceci avec une base sur le coût du capitaux, pour essayer d'avoir une certaine compréhension de ce que cela représente pour les différentes technologies et les différents marchés. Et c'est une des seules choses, si vous voulez, qui sont difficiles à estimer. Excellent. Merci beaucoup, Michael. Malheureusement, nous sommes à court de temps. Nous pourrions sans doute passer plus de temps à parler avec vous. Je vous remercie. Je vais vous demander d'éteindre votre vidéo, et je demanderai à mes collègues de l'équipe technique de m'aider. Nous sommes sur le cloud, et je vais maintenant
Nous allons maintenant prendre 3 minutes pour passer à la présentation suivante et je vous invite à prendre une tasse de thé ou un café et nous allons recommencer avec une étude de cas sur le projet DEVA IVCSP PV. Merci.